Ma petite amie ricana. S'il te plaît, tu ne survivrais jamais sans moi. J'ai répondu, ah bon? Puis j'ai accepté la promotion à l'étranger, réservé un logement temporaire et demandé la réexpédition de mon courrier. Quand elle s'est présentée à mon ancien appartement avec un discours préparé, c'est le nouveau locataire qui a ouvert la porte. Moi, Étienne, 35 ans, me suis toujours considéré comme un homme compétent. En tant qu'ingénieur civil pour une énorme entreprise multinationale, je gère des projets d'infrastructures complexes qui exigent précision et clairvoyance. Je peux, malgré ce que mon ex-petite amie pourrait croire, accorder mes propres chaussettes avec succès. Pourtant, pendant les 5 dernières années, j'ai vécu dans un état d'impuissance organisée. Un rôle soigneusement élaboré pour moi par Clara, 34 ans. Notre relation a commencé par un tourbillon de charme. Clara travaille dans les relations publiques haut de gamme. Son monde est fait d'images, de perception et de curation. Quand elle a emménagé dans mon appartement il y a 3 ans, elle a ramené cette compétence professionnelle à la maison. Ma vie est devenue son nouveau projet. Cela a commencé modestement. Elle choisissait mes vêtements, soupirant que mon propre goût était tragiquement banal. Elle a réorganisé ma cuisine, déclarant mon système illogique. Elle a pris en charge notre calendrier social, filtrant lentement mes vieux amis confortables au profit de son cercle plus dynamique et socialement avantageux. Chaque acte de contrôle était présenté comme un acte d'amélioration amoureuse. Elle n'était pas autoritaire. Elle élevait mon style de vie. Elle ne m'isolait pas. Elle curait notre marque sociale. Et moi, un homme qui a toujours valorisé la paix dans sa vie personnelle plutôt que la confrontation, j'ai laissé faire. Il était plus facile de céder le contrôle des plans de dîner ou de ma garde-robe que de s'engager dans la même dispute circulaire chaque soir. J'étais la classique grenouille dans l'eau bouillante, cuisant lentement dans un bouillon d'affection condescendante. La température montait si progressivement que je m'étais convaincu que la chaleur était du confort. Ma seule véritable passion privée est la construction de maquettes architecturales hyper détaillées. Dans une petite pièce de rechange, j'ai un atelier où j'ai construit des répliques du pont du Gard et de la tour Eiffel. Des structures complexes nécessitant une immense patience. Clara appelait cela ma pièce de bricolage et les maquettes mes petits jouets poussiéreux. Elle ne voyait pas la compétence. Elle voyait une habitude enfantine qui s'entrechoquait avec l'image du couple puissant qu'elle essayait de projeter. Le point d'ébullition a été atteint il y a 2 mois. Mon patron, Monsieur Moreau, m'a offert l'opportunité de ma vie ingénieur en chef sur le nouveau projet de pont phare de notre entreprise au siège européen. C'était une affectation de 2 ans, une promotion majeure, et le genre de travail définissant une carrière dont je n'avais fait que rêver. J'étais extatique pendant environ 1 heure, le temps qu'il m'a fallu pour rentrer à la maison et le dire à Clara. Je m'attendais à de l'excitation. Au lieu de cela, j'ai eu un froncement de sourcils d'agacement logistique. L'Europe, dit-elle, sans lever les yeux de sa tablette. Pendant 2 ans. Quelle galère. Je vais devoir trouver de nouveaux contacts et l'expédition sera un cauchemar. Nous devrons mettre la plupart de ces meubles affreux en stockage. Le no fut instantané et absolu. Il n'y eut aucune discussion. Elle commença immédiatement à planifier sa nouvelle vie, parlant du quartier qu'elle préférerait, du genre d'appartement dont elle aurait besoin pour recevoir, et comment ce serait une opportunité fantastique de réinventer notre marque sur la scène internationale. Ma réussite professionnelle n'était qu'une nouvelle toile de fond pour ses ambitions sociales. Je pensais, commençais-je prudemment, que peut-être j'irais seul pendant les 2 premiers mois, m'installerais dans le poste, prendrais mes marques. Elle leva enfin les yeux, son visage un masque parfait d'incrédulité. Elle laissa échapper un petit rire sec et aigu, un son de pur, d'indéniable dédain. Allait seule, ricana-t-elle, sa voix dégoulinante de pitié. S'il te plaît, Étienne, tu ne survivrais jamais sans moi. Tu as à peine besoin d'aide pour accorder tes propres chaussettes. Tu vivrais de plats à emporter et porterais un costume froissé en 1 semaine. Ne sois pas ridicule. Et ce fut tout. L'eau atteignit un point d'ébullition. Tous mes accomplissements, ma compétence professionnelle, toute ma vie d'adulte effacée par cette seule phrase cinglante. Elle ne voyait pas un partenaire. Elle voyait un dépendant impuissant, un projet qu'elle gérait, un animal de compagnie bien rémunéré qu'elle avait réussi à loger. Un calme étrange m'envahit. Les années de ressentiment et d'arguments ravalés se solidifièrent en un seul point froid de détermination. Je la regardai, la femme qui pensait m'avoir construit, et pris une décision. Ah bon, dis-je, ma voix basse.
Elle ne remarqua pas le changement. Bien sûr que oui, chérie. Maintenant, regardons les appartements. Je ne discutais pas. J'acquiesçais simplement, la laissant croire qu'elle avait gagné. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau de Monsieur Moreau et ai formellement accepté la promotion. Le projet commençait dans 60 jours. Puis j'ai commencé le projet d'ingénierie le plus complexe de ma vie. Le désenchevêtrement complet et silencieux de mon existence de celle de Clara. J'opérais dans deux mondes parallèles. Dans l'un, j'étais le petit ami attentionné écoutant ses plans pour notre déménagement. Dans l'autre, j'étais un homme exécutant une évasion méticuleuse. Première étape, la nouvelle vie. J'ai contacté le service de relocalisation internationale de mon entreprise, expliquant que ma relation de couple prenait fin et que la séparation devait être discrète. C'étaient des professionnels. Ils ont organisé un appartement d'entreprise meublé haut de gamme pour mes 3 premiers mois et une allocation de voyage, toutes les communications étant acheminées vers mon email professionnel privé. Deuxième étape, l'ancienne vie. J'ai donné à mon propriétaire mon préavis formel de 60 jours. Le bail, uniquement à mon nom, prendrait fin le 15 août. Mon vol était réservé pour la soirée du 14 août. J'ai ensuite utilisé un service pour trouver un nouveau locataire qui a signé un bail pour emménager le 16 août. L'appartement ne m'appartenait plus après mon départ. Troisième étape, les biens. Ce fut la phase la plus complexe. J'ai engagé les déménageurs recommandés par mon entreprise avec un mandat très spécifique. Toutes mes affaires personnelles, vêtements, livres, et surtout mes maquettes architecturales, devaient être emballées professionnellement pour l'expédition internationale. Toutes les affaires de Clara devaient être emballées avec le même soin et déplacées vers une unité de stockage haut de gamme à température contrôlée à son nom. J'ai payé les 3 premiers mois à l'avance. À elle, j'ai expliqué que des spécialistes de la relocalisation venaient faire une évaluation complète pour notre déménagement international. Son arrogance fut mon camouflage. Elle était tellement absorbée par la planification de ses débuts européens qu'elle ne s'est jamais souciée d'inspecter les détails. Quatrième étape, la trace numérique. J'ai déposé un formulaire de réexpédition de courrier à la poste. J'ai acheté un nouveau téléphone et organisé l'activation d'un nouveau numéro au moment où je quittais le pays. Les dernières semaines furent surréalistes. Je rentrais du travail pour que Clara me montre avec enthousiasme des photos de cafés parisiens, alors que je venais de passer ma pause déjeuner à confirmer l'assurance d'expédition. La partie la plus thérapeutique a été d'emballer mes modèles moi-même. J'ai construit des inserts en mousse sur mesure, enveloppant soigneusement chaque structure délicate. Un soir, Clara a passé la tête dans mon atelier. « Tu joues encore avec tes petits jouets, Étienne ? J'ai besoin d'aide avec la palette de couleurs pour le nouveau salon. » Je sécurise juste mes vieux papiers poussiéreux, répondis-je, ma voix neutre. Le jour de mon vol, le 14 août, est arrivé. Les déménageurs étaient venus et repartis. Mes affaires étaient sur un navire traversant l'Atlantique. Ces affaires étaient dans une unité de stockage sécurisée. L'appartement était vide, une page blanche. Clara était à un brunch d'adieu avec ses amis. Elle avait prévu de me retrouver à l'appartement à 18 h et nous irions à l'aéroport ensemble pour commencer notre aventure. À 16 h, je me tenais seul dans l'appartement vide. J'ai pris une photo de la clé de l'unité de stockage et de la carte d'accès, que j'avais laissée au responsable du bureau d'accueil de l'unité sous son nom. J'ai joint la photo à un SMS ainsi que l'adresse de l'établissement et le numéro de l'unité. Je l'ai envoyé. Puis j'ai mis mon ancien téléphone dans une poubelle de recyclage électronique à l'aéroport. J'ai pris mon siège dans l'avion, allumé mon nouveau téléphone et regardé par la fenêtre alors que le sol s'éloignait. Je ne ressentais ni colère ni tristesse. Je ressentais juste le bourdonnement calme et puissant d'un moteur massif me portant vers l'avenir. Mise à jour 1. Cela fait 3 semaines que j'ai atterri. Ma nouvelle ville est un beau chaos, et mon appartement d'entreprise est élégant, moderne et merveilleusement calme. Le travail est encore plus stimulant que je l'espérais. La liberté est enivrante, mais elle est aussi intimidante. La première semaine, je me réveillais avec un sursaut de panique, une sensation fantôme que j'avais manqué une étape, que Clara allait d'une manière ou d'une autre franchir la porte et commencer à réorganiser ma nouvelle vie. Je n'ai pas eu à m'interroger longtemps sur sa réaction. Après 48 heures de silence, mon ancienne adresse email secondaire est devenue une zone de guerre. Lire le flot de messages d'elle, de ses amis et de sa mère, c'était comme reconstituer la chronologie d'une explosion lointaine. Elle a dû finir son brunch,
essayer d'appeler mon téléphone déconnecté, puis voir mon SMS avec la clé de l'unité de stockage. Confuse, elle se serait rendue à l'appartement à 18h comme prévu, prête à emmener son petit ami impuissant dans leur grande aventure, et le nouveau locataire aurait ouvert la porte. Je peux l'imaginer le bousculer, exigeant de savoir ce qu'il faisait dans son appartement, l'horreur lente et grandissante alors qu'il expliquait qu'il avait signé un bail il y a un mois. Le monde qu'elle avait curé, se dissolvant sur le pas de la porte d'un étranger. Son premier email était de la pure rage bégayante, exigeant de savoir où j'étais et ce que j'avais fait de ses affaires. Les messages qui ont suivi étaient un mélange de menaces, de supplications et d'accusations. Puis vinrent les emails de ses mandataires. Sa meilleure amie, Chloé, était la justicière, me traitant de monstre et de personne maléfique qui avait laissé Clara détruite et sans abri. Sa mère a tenté de la faire culpabiliser, écrivant que ce comportement cruel n'était pas le garçon qu'elle connaissait. Mais la véritable escalade, le coup bas que j'avais anticipé, est venu de mon nouveau service des ressources humaines. Mon patron, Monsieur Moreau, m'a appelé dans son bureau. Étienne, dit-il, l'air inquiet. Nous avons reçu un appel plutôt angoissant à votre ancien bureau. Une femme se présentant comme votre fiancée, Clara, a appelé en affirmant qu'il y avait une grave urgence familiale, une crise médicale avec votre mère. Elle était hystérique, exigeant vos nouvelles coordonnées et informations de vol. Mon sang se glaça. Ma mère est en parfaite santé. Heureusement, continua Monsieur Moreau, notre personnel a suivi le protocole. Compte tenu de votre demande de déménagement discret, ils l'ont signalé comme suspecte et ont refusé de fournir toute information. Ils lui ont dit qu'en cas de véritable urgence, ils me contacteraient pour relayer le message. Elle a raccroché. Je lui ai expliqué toute la situation. La relation contrôlante, le commentaire « Tu ne peux pas survivre sans moi », ma décision de rompre définitivement. Il fut professionnel et compréhensif, mais l'incident fut un rappel brutal de jusqu'où elle irait. Quelques jours plus tard, un appel arriva sur mon nouveau téléphone professionnel, provenant d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je savais que je devais y faire face. Étienne, c'est Chloé. Sa voix était acérée. Tu dois arranger ça maintenant. Clara est sur mon canapé. Sa vie est ruinée à cause de toi. Elle ne peut même pas accéder à ses vêtements préférés parce que tu les as cachés. J'ai pris une profonde inspiration. Bonjour, Chloé. Il n'y a rien à arranger. La vie de Clara est sa responsabilité. Elle était une invitée dans mon appartement, que je ne loue plus. Ses affaires ne sont pas cachées. Elles sont en sécurité dans une unité de stockage. Elle a la clé et l'adresse. Une invitée? Et elle ne peut pas simplement récupérer ses affaires. Elle a besoin d'une pièce d'identité pour être sur la liste d'accès et tu n'as pas mis son nom dessus, espèce de psychopathe. Un oublionnette. C'était une erreur. J'ai déjà envoyé un email à l'établissement et les ai autorisés à lui accorder un accès complet. C'est réglé. Réglé? Elle ricana. Tu as fait exploser sa vie et tu penses qu'un email règle ça? Elle a tout abandonné pour toi. Qu'a-t-elle abandonné, Chloé, demandai-je. Elle a gardé son travail et ses amis. Ce qu'elle a perdu, c'est l'accès à mon appartement et à mes revenus. Soyons honnêtes sur ce dont il s'agit. Il s'agit de toi, un lâche cruel et manipulateur. Est-ce manipulatrice d'accepter une promotion, répliquai-je. Est-ce cruel de quitter une relation où l'on me disait que j'étais incompétent? Elle a clairement exprimé son opinion sur moi. J'ai simplement choisi d'agir en conséquence. Je me suis retiré pour qu'elle n'ait plus à porter le fardeau de me gérer. Je fis une pause. Et en parlant de manipulation, s'il te plaît, dis à Clara que mon employeur n'a pas été amusé par son appel téléphonique frauduleux concernant une urgence familiale. Ils l'ont documenté. Toute autre tentative de sa part ou de la tienne de me contacter sera transmise à notre service juridique d'entreprise comme du harcèlement. Il y eut un silence stupéfait. Elle ne connaissait probablement pas cette ruse. Ce n'est pas fini, Étienne, dit-elle finalement, sa voix basse. Pour moi, si, répondis-je. Je construis une nouvelle vie ici, une vie que je suis parfaitement capable de gérer seul. J'ai raccroché. Quelques jours plus tard, un email d'apparence formelle a été transmis par l'équipe juridique de mon entreprise. Il provenait d'un cabinet d'avocats au nom de leur cliente, Mademoiselle Clara Dubois. La guerre passait sur un nouveau front. Dernière mise à jour. Cela fait 6 mois que j'ai déménagé.
Les turbulences initiales se sont apaisées, remplacées par le rythme stable et satisfaisant d'une vie que je construis selon mes propres termes. Mon appartement n'est plus un logement temporaire, mais un foyer permanent. J'excelle dans mon nouveau travail, et j'ai même trouvé un groupe de passionnés locaux pour les modélistes. Pour la première fois, j'ai des gens avec qui partager mes jouets poussiéreux, des gens qui apprécient la compétence impliquée. La bataille juridique fut le dernier chapitre laid. La lettre initiale de son avocat était une œuvre de pure fiction. Elle exigeait une somme à 5 chiffres pour détresse émotionnelle et abandon injustifié. Elle exigeait une pension compensatoire, affirmant des sacrifices de carrière inexistants. La demande la plus absurde était pour la moitié de la valeur de mes biens, qui nommait spécifiquement ma collection de maquettes architecturales décrites comme des œuvres d'art précieuses en copropriété. L'hypocrisie de sa tentative de monnayer le passe-temps qu'elle avait inlassablement moqué était à couper le souffle. Je n'ai jamais répondu directement. Le service juridique de mon entreprise, qui gère de telles affaires pour les employés internationaux, a pris le relais. Leur réponse fut un chef-d'œuvre d'anéantissement corporatif calme. Statut légal, ils ont souligné que nous n'étions pas mariés, n'avions pas d'actifs conjoints et pas de partenariat légal. Ces allégations n'avaient aucun fondement. L'appartement, ils ont produit le contrat de location uniquement à mon nom et l'avis légal de résiliation. Elle était légalement une invitée de longue durée. C'est bien, ils ont fourni le contrat pour l'unité de stockage, prouvant ma diligence et préservant sa propriété. L'allégation d'abandon, ils y ont opposé ma promotion signée, l'acceptation et le forfait de relocalisation daté des semaines avant mon départ. Prouvant que mon déménagement était une étape professionnelle planifiée. La contre-plainte, la dernière section était une plainte formelle concernant les actions de Clara. Ils ont inclus un journal des emails de harcèlement et un compte rendu détaillé de son appel téléphonique frauduleux à mon ancien bureau. La lettre stipulait que toute autre action en justice de sa part entraînerait l'aide de l'entreprise pour déposer une plainte formelle pour harcèlement. La réponse fut le silence. Une semaine plus tard, mon équipe juridique a reçu un email d'une seule phrase indiquant que mademoiselle Dubois retirait toutes ses réclamations. Face à un service juridique d'entreprise et à une accusation potentielle de harcèlement, son bluff avait été démasqué. J'ai entendu parler des conséquences par ma sœur, Léa. Clara a dû payer son avocat pour son temps. Après les 3 mois que j'avais payés pour l'unité de stockage, les frais mensuels coûteux sont devenus sa responsabilité. Elle a finalement dû déménager ses biens écurés dans le garage de ses parents en banlieue. Son séjour prolongé sur le canapé de Chloé s'est terminé lorsque l'amie s'est lassée d'être une thérapeute non rémunérée. La dernière fois que Léa a eu des nouvelles, Clara travaillait un deuxième emploi pour joindre les deux bouts, vivait dans un petit appartement et se plaignait constamment de la façon dont son ex cruel avait ruiné sa vie. Il n'y avait, comme prévu, aucune conscience de soi. Ma vengeance n'était pas un acte d'agression, mais un acte d'autonomie radicale. Je l'ai prise au mot. Elle m'avait dit que je ne pouvais pas survivre sans elle. Alors, j'ai créé une vie où je devais le faire, la prouvant, elle est la partie de moi-même qu'il avait cru, fausse. Dans mon nouvel appartement, mes maquettes architecturales sont exposées sur des étagères faites sur mesure. Je travaille actuellement sur mon projet le plus ambitieux à ce jour. Une réplique du pont de Normandie, un pont français époustouflant. C'est une structure complexe et magnifique, un témoignage de ce que l'on peut construire avec précision, patience et une vision claire. Je ne déteste pas Clara. Je ressens une pitié lointaine pour elle. Elle est piégée dans une image sans fondement. Elle pensait que sa plus grande compétence était de me gérer. En vérité, sa plus grande compétence était de cacher qu'elle ne pouvait pas se gérer elle-même. En partant, je n'ai pas seulement enlevé son style de vie. Je lui ai enlevé son projet et je me suis rendu à moi-même. J'ai survécu. Plus que cela, je construis quelque chose de meilleur, de plus fort et entièrement à moi.